C'est un régime de sanctions digne de celui qui frappe l'Iran depuis des années, qui est en train de s'abattre sur la Russie. Mais la guerre économique totale promise hier matin par Bruno Le Maire à ce stade épargne le secteur énergétique russe. Alors question ce matin, est-ce qu'on peut se passer du gaz, du pétrole qui nous vient de Russie? Bonjour Francis Perrin. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. La première question, Francis Perrin, alors ce sont des chiffres qu'on a entendus assez fréquemment, mais est-ce qu'on peut évaluer précisément notre niveau de dépendance en Europe aux hydrocarbures russes? Eh bien, pour ce qui concerne le gaz naturel, la Russie, c'est à peu près 40% des importations européennes de gaz russe, ce qui est important. Pour le pétrole, c'est un petit peu moins, pétrole et produits raffinés. Pour le charbon, c'est un petit peu plus, parce qu'il ne faut pas oublier donc le charbon, c'est moins important, mais pour certains pays membres, cela peut l'être pour des centrales électriques. Donc nous avons vraiment une forte présence de la Russie en tant qu'exportateur d'énergie fossile, gaz naturel, pétrole brut, produits raffinés et charbon, principalement vers le marché européen, qui est le principal marché pour les hydrocarbures russes, environ 60% des exportations russes, contre 20% pour la Chine. Avec des niveaux de dépendance qui varient d'un État membre à l'autre. Par exemple, on sait que les pays de l'Est, l'Allemagne, l'Italie sont très exposés, très dépendants du gaz russe. C'est nettement moins le cas pour la France. Mais enfin, au global, je vais vous citer cette expression forgée par Bertille Bayard dans le Figaro ce matin. Elle a la bonne formule. Elle dit, en matière d'énergie, c'est un peu comme pour l'arme nucléaire. Règne entre l'Europe et Moscou un équilibre de la terreur énergétique. Autrement dit, chacun a un besoin vital de l'autre. L'Europe a besoin des hydrocarbures russes, les Russes des devises pour financer sa guerre. Peut-on envisager, Francis Perrin, qu'à un moment ou l'autre, les Russes coupent le robinet, se privant de ces précieuses devises dont elle a tant besoin pour financer sa guerre? Ce que vous venez de citer est parfaitement exact. Il n'y a pas une dépendance unilatérale des Européens envers les hydrocarbures russes. Il y a une double dépendance. Nous avons besoin du pétrole et du gaz russe pour nos approvisionnements, et les Russes et les entreprises russes concernées ont besoin du marché européen pour leurs débouchés. Et il ne faut jamais oublier cette double dépendance. On a trop tendance en Europe à la voir à sens unique, ce qui renforce évidemment le pouvoir du président Poutine, qui est un spécialiste pour essayer de nous faire peur. Ça vaut pour l'énergie, ça vaut pour le nucléaire, ça vaut pour beaucoup de domaines. Il faut regarder les choses de façon plus froide. Ça ne veut pas dire que le problème n'est pas sérieux. Il l'est évidemment, mais il ne l'est certainement pas de façon aussi déséquilibrée qu'on le présente souvent. Alors, il se trouve que l'hiver touche à sa fin, mais donc ça veut dire moins de consommation de gaz. La question va tout de même se poser pour l'hiver prochain. Rappelons aussi, Francis Perrin, que même aux heures les plus tendues de la guerre froide, même pendant la guerre en Géorgie en 2008, même pendant l'annexion de la Crimée en 2014, jamais la Russie n'a interrompu ses livraisons d'hydrocarbures aux Européens. Alors, imaginons que cela se produise dans un geste d'escalade de cette guerre en Ukraine. Est-ce que l'Europe aurait des moyens de compenser une éventuelle baisse ou interruption des livraisons russes? Y a-t-il des fournisseurs alternatifs capables de la remplacer? Il est exact que la Russie, et avant l'URSS, n'avait quasiment jamais arrêté ses livraisons de pétrole et de gaz à l'Europe. Il y a eu deux exceptions, janvier 2006 et janvier 2009, à l'occasion de crises, non pas de guerre, mais de crises gazières entre la Russie et l'Europe. Les autorités russes ont ordonné à Gazprom de cesser de livrer du gaz à l'Ukraine pendant un petit moment et de cesser de livrer à l'Europe du gaz transitant par l'Ukraine. Ce sont les deux exceptions, mais pour le reste, c'est vrai, il y a une grande fiabilité du côté de la Russie. Et au moment où nous parlons, plusieurs jours après le début de cette guerre de la Russie contre l'Ukraine, les exportations de pétrole, de produits raffinés et de gaz russe continuent à couler vers l'Europe. Et les autorités russes n'ont pas l'intention de fermer délibérément elles-mêmes leur robinet, parce qu'elles savent que économiquement ce ne serait pas bon pour elles, et qu'en termes de crédibilité en tant qu'exportateur fiable, ce serait très très mauvais pour elles. Par contre, dans une guerre, il y a des opérations militaires qui peuvent toucher, pas forcément délibérément, des infrastructures énergétiques. Et puis il y a l'impact des sanctions occidentales qui pour l'instant ne touchent pas directement le secteur pétrolier et gazier, mais qui par certains aspects bancaires et financiers, dont SWIFT, peuvent indirectement gêner le financement de transactions
pétrolière et gazière. Donc c'est un scénario qu'il faut avoir en tête, plus que le scénario selon lequel Moscou couperait le robinet. Et il faut donc se préparer à tous les scénarios possibles, parce que nous sommes en guerre, et qu'une guerre, c'est par définition imprévisible, et que les conséquences d'une guerre, y compris énergétique, sont imprévisibles. Francis Perrin, on racontera tout à l'heure dans le journal de 7 heures avec notre correspondant en Chine, Sébastien Lebelzik. Gazprom a signé hier un accord important avec la Chine pour accentuer, augmenter ses livraisons de gaz à destination de la Chine. Est-ce qu'on peut envisager à un moment une sorte de pivot vers l'Asie de la Russie, la Russie se mettant à privilégier son client chinois plutôt qu'européen, estimant que celui-ci est aujourd'hui considéré comme un ennemi, Francis Perrin. Est-ce que ça vous paraît jouable ou bien les affaires sont les affaires et quoi qu'il arrive, les Russes continueront à livrer l'Europe? Pour Gazprom, le problème ne se pose pas dans les termes « je remplace l'Europe par l'Asie ». Vu de Gazprom, le problème c'est en même temps, comme dirait le président de la République dans un autre contexte. Je veux, pense Gazprom, rester le fournisseur dominant de gaz sur le marché européen et je veux développer ma clientèle en Asie. Ce n'est pas l'un à la place de l'autre, c'est l'un et l'autre. N'oublions pas que dans les dernières années, Gazprom livrait à l'Europe, au marché européen, environ 180 milliards de mètres cubes de gaz par an. Et que, à ce jour, les contrats signés entre la Russie et la Chine portent sur environ 50 milliards de mètres cubes de gaz par an. C'est important, mais on est loin en dessous de ce que Gazprom et la Russie vendent tous les ans comme gaz à l'Union européenne, à l'Europe, et dont l'Union européenne, l'Europe reste de loin le principal marché pour le pétrole et le gaz russe. Et c'est donc un enjeu majeur, pas seulement pour nous Européens, mais pour les Russes, et notamment pour le géant mondial du gaz qui est Gazprom. Merci Francis Perrin d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Merci pour vos explications. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Bonne journée à vous.